Dans le village de Singa, entouré de forêts denses et de rivières tranquilles, les habitants vivaient en harmonie avec les traditions et les esprits de leurs ancêtres. Là-bas, les liens familiaux étaient sacrés, et la solidarité parmi les membres de la communauté était une valeur essentielle. C'est dans cet environnement que Maya, une jeune orpheline, grandit après avoir été adoptée par la famille Koudou. Maya avait perdu ses parents alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Seule au monde, elle fut recueillie par Naya et son mari, des gens de cœur connus pour leur générosité. Naya la considérait comme sa propre fille, et elle veillait sur elle avec la même affection que celle qu'elle portait à ses enfants biologiques. Maya grandit donc entourée d'amour, formant un lien fort avec chacun des membres de la famille. Parmi ses frères et sœurs adoptifs, il y avait Kamo, l'aîné, un jeune garçon vif et protecteur qui, dès le départ, se montra particulièrement attentif envers Maya. Il avait 5 ans de plus qu'elle et prenait très au sérieux son rôle de grand frère. Si Maya tombait ou se faisait bousculer par un autre enfant, Kamo était toujours là pour la défendre, comme s'il voulait se charger de combler l'absence de ses parents. Au fil des années, Kamo devint plus qu'un frère pour Maya. Il était son confident, son protecteur, celui vers qui elle se tournait dès qu'elle avait besoin de réconfort. Elle lui racontait tout, ses joies, ses peines, ses peurs. Et lui l'écoutait, la rassurait, la protégeait des dangers imaginaires ou réels qu'il voyait autour d'elle. À l'école, Kamo surveillait tous ceux qui s'approchaient de sa sœur. Si un garçon lui parlait un peu trop longtemps, Kamo intervenait, mettant un terme à la conversation d'un regard froid. Pour Maya, cette attention était rassurante. Elle voyait en Kamo un frère qui l'aimait et qui veillait sur elle. Mais pour Kamo, ce lien prenait un autre sens, un sentiment plus profond qu'il n'arrivait pas à nommer. Son affection se transformait peu à peu en une forme de possessivité silencieuse. Il ne supportait pas de voir Maya grandir et devenir une jeune femme indépendante. Sa peur de la perdre, de voir quelqu'un d'autre s'approcher d'elle, l'animait sans qu'il ne s'en rende compte. Quand Maya atteignit l'âge de 16 ans, cette possessivité devint plus évidente. Kamo, alors étudiant, surveillait constamment les fréquentations de sa sœur adoptive, allant jusqu'à la questionner sur chaque détail de ses journées. Maya, un peu agacée, lui rappelait souvent qu'elle n'était plus une enfant et qu'elle savait se protéger. Mais Kamo ignorait ces remarques, pensant qu'il agissait pour son bien. Les années passèrent, et Maya, devenue une jeune femme talentueuse, décida de poursuivre son rêve de devenir couturière. Elle s'inscrivit dans une école de couture où elle se révéla rapidement brillante. Elle travaillait avec passion, perfectionnant son art, et son talent ne tarda pas à attirer l'attention des villageois. À seulement 20 ans, Maya ouvrit son propre atelier dans le village de Singa, un lieu où chacun pouvait venir admirer ses créations et passer commande. Cependant, cette nouvelle indépendance de Maya ne plaisait pas à tout le monde. Kamo, devenu charpentier et travaillant dans une ville voisine, revenait régulièrement au village pour voir sa famille et sa sœur. Lorsqu'il voyait des hommes discuter avec Maya ou la complimenter, il ressentait une amertume sourde. Chaque sourire échangé entre Maya et un client, chaque rire partagé lui semblait une menace, une intrusion dans ce qu'il considérait comme son propre territoire. Un jour, Kamo rentra plus tôt que prévu du travail et surprit Maya en pleine conversation avec un homme venu commander un vêtement pour sa femme. L'homme complimentait chaleureusement Maya sur son talent, et elle souriait, flattée, en le remerciant poliment. Kamo, dissimulant sa présence, observa la scène depuis l'extérieur de l'atelier, le visage fermé. Quand le client partit enfin, Kamo entra et s'avança vers Maya. Son visage exprimait un mélange de colère et d'inquiétude. Sur un ton glacial, il lui demanda « Qui était cet homme, Maya ?» Surprise par la froideur de son frère, Maya tenta de le rassurer, c'était juste un client, Kamo. Il voulait commander une tenue pour sa femme. C'est mon travail, tu sais bien que les gens viennent ici pour ça. Mais Kamo ne se laissa pas apaiser par ses explications. Pourquoi souriais-tu comme ça? Tu n'as pas à te montrer si accueillante avec ces hommes. Ils n'ont aucune raison de venir ici pour autre chose que le travail, tu comprends. Maya, agacée par cette réaction qu'elle jugeait excessive, tenta de lui faire entendre raison. Kamo, je suis couturière. C'est normal que j'échange avec mes clients, que je sois courtoise. Ils viennent ici parce qu'ils apprécient mon travail. Tu n'as pas à t'inquiéter pour si peu. Mais Kamo resta sourd à ses arguments. Une jalousie irrationnelle s'emparait de lui, attisé par l'indépendance grandissante de Maya. Il n'acceptait pas l'idée qu'elle puisse s'épanouir dans un monde où il n'avait aucun contrôle. Les jours qui suivirent,
Kamo se montra de plus en plus intrusif, surveillant Maya de près et lui posant des questions incessantes sur chaque client masculin. Il lui confisqua même son téléphone, prétendant qu'elle n'avait pas besoin de rester en contact avec qui que ce soit en dehors de la famille. Pour Maya, cette possessivité devint une prison invisible, une emprise étouffante qui la privait de sa liberté. Pourtant, malgré ses efforts, la situation ne fit qu'empirer. Chaque sourire échangé, chaque regard, chaque conversation que Maya avait avec un homme nourrissait la jalousie de Kamo, qui voyait en elle un trésor qu'il ne voulait pas partager. Un soir, après une journée marquée par une énième dispute à propos d'un client, Kamo déclara d'un ton dur, « Maya, tu es à moi. Personne d'autre n'a le droit de s'approcher de toi. Si tu continues comme ça, tu finiras par comprendre que je suis le seul qui compte pour toi. » Cette déclaration, empreinte de possessivité, glaça Maya. Pour la première fois, elle comprit que son frère adoptif ne la considérait pas seulement comme une sœur, mais comme quelque chose qui lui appartenait. Un malaise profond s'empara d'elle, et elle sentit naître en elle une inquiétude qu'elle ne parvenait plus à ignorer. Le soleil était déjà bas sur le village de Singa lorsque Maya, le cœur léger, sortit de son atelier pour rejoindre Oumar, un jeune homme qu'elle avait rencontré quelques mois plus tôt. Avec lui, elle avait enfin découvert une complicité sincère, un sentiment d'apaisement qui l'aidait à oublier, ne serait-ce qu'un instant, la pression étouffante que Kamo faisait peser sur elle. Oumar était respectueux, attentif, et semblait apprécier Maya pour qui elle était réellement, sans chercher à la contrôler. Pour Maya, ces moments d'échange avec lui étaient une bouffée d'air. Il se retrouvait discrètement, loin des regards indiscrets, afin d'éviter que Kamo n'intervienne. Mais ce soir-là, alors qu'elle riait avec Oumar à l'ombre des arbres, Kamo apparut soudainement, les traits marqués par une fureur incontrôlée. « Que fais-tu ici avec lui » lança-t-il d'une voix menaçante, sans même un regard pour Oumar. Oumar, surpris mais voulant se montrer respectueux, tenta d'expliquer calmement, « Kamo, je ne cherche qu'à être en bon terme avec Maya. Nous discutons simplement, il n'y a rien de mal. » Mais Kamo ne l'écoutait pas. S'approchant de Maya, il la saisit par le poignet, son regard noir fixé sur elle. « Tu n'as rien à faire ici avec lui. Tu es à moi, et je ne tolérerai pas qu'un autre homme pose les yeux sur toi. » Maya, blessée par l'humiliation et la colère de Kamo, tenta de se dégager. « Lâche-moi, Kamo. Tu n'as pas le droit de décider de ma vie. » Kamo la fusilla du regard et déclara, d'une voix glaciale, « Tu es destinée à devenir ma femme, Maya. C'est ainsi et personne, pas même toi, ne changera cela. » La scène attira bientôt l'attention de quelques villageois, qui se rapprochèrent pour observer la confrontation. Parmi eux, la famille de Maya et Kamo, alertée par le tumulte, se pressa pour comprendre ce qui se passait. La mère de Maya, Naya, semblait aussi abasourdie que Maya elle-même. Kamo, devant tous, répéta sa déclaration avec une fermeté implacable, comme une sentence irrévocable, « J'ai toujours veillé sur toi, Maya. Tu es ma femme, et personne ne t'enlèvera de moi. » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Maya, la gorge serrée, sentait ses yeux se remplir de larmes. Elle avait toujours ressenti l'affection de Kamo, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il nourrisse de tels sentiments envers elle. Cette déclaration, faite publiquement et sans son consentement, la bouleversait. Sous le choc, Maya prit une décision soudaine, elle devait s'éloigner de Kamo. Elle tourna le dos, s'adressa à ses parents, et déclara d'une voix tremblante mais résolue, « Je vais partir. J'ai besoin de distance, de temps pour comprendre tout ça. » Sans attendre de réponse, elle fit ses bagages et quitta le village pour se réfugier chez sa tante dans un village voisin. Les jours passèrent, et Maya, loin de Singa, tenta de retrouver un semblant de paix. Chez sa tante, elle trouva un peu de réconfort et de liberté, bien qu'elle restât hantée par les mots de Kamo. Elle n'arrivait pas à croire que celui qu'elle considérait comme un frère puisse nourrir des sentiments aussi possessifs. Mais cette paix fut de courte durée. Un soir, alors qu'elle se reposait après une longue journée de travail avec sa tante, elle reçut un message inquiétant, Kamo avait eu un grave accident de travail. La nouvelle la bouleversa, malgré tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait ignorer l'attachement profond qu'elle avait pour lui, cette loyauté qui la liait à la famille Koudou. Maya prit donc la décision de revenir à Singa. Lorsque Maya arriva chez elle, elle trouva Kamo dans le coma. Quelques semaines après sa sortie du coma, Kamo semblait changer, affaibli physiquement, mais plus fragile émotionnellement. Un matin, alors qu'il se reposait chez lui, il demanda à Maya de s'asseoir près de lui.
Dans un moment de sincérité, il lui confia d'une voix tremblante, « Maya, tu ne comprends pas à quel point j'ai besoin de toi. Depuis que je suis sorti du coma, j'ai réalisé que sans toi, je n'ai aucun sens dans cette vie. » Maya sentit son cœur se serrer. Elle était venue pour s'assurer de la santé de Camo, mais elle n'avait pas prévu une telle déclaration. Un mélange de compassion et de responsabilité la poussa à rester silencieuse, écoutant les mots que Camo avait tant de mal à exprimer. « Je t'aime, Maya. Pas comme une sœur, mais comme la femme de ma vie. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger, pour te garder près de moi, même si, je le reconnais, parfois j'ai agi par excès. Mais maintenant, je suis prêt à tout pour que tu sois mienne. » Il marqua une pause, ses yeux brillants de larmes. « Veux-tu m'épouser ?» La demande plongea Maya dans un tourbillon de pensées contradictoires. Elle ressentait un profond attachement pour Camo, une loyauté enracinée dans leur enfance partagée. Pourtant, cette affection fraternelle ne ressemblait en rien à l'amour conjugal qu'il semblait attendre d'elle. Face à son regard désespéré, elle se sentit piégée entre son désir de rétablir la paix et sa peur de perdre définitivement cette relation si précieuse à ses yeux. Après plusieurs jours d'introspection, Maya, dans un geste d'apaisement, accepta finalement la demande de Camo. Elle espérait secrètement que ce mariage pourrait apaiser son frère, que cette union apporterait enfin la tranquillité qu'ils recherchaient tous les deux. La nouvelle de leur mariage fit le tour du village, et bientôt, tout le monde se prépara pour les festivités. Les villageois les félicitaient chaleureusement, persuadés que Camo et Maya étaient destinés à être ensemble depuis toujours. Mais dès les premières semaines de leur vie commune, Maya réalisa que les choses n'allaient pas se passer comme elle l'avait espéré. Camo devenait de plus en plus possessif. Toute interaction de Maya avec un autre homme, qu'il soit client ou simple ami, provoquait chez lui une jalousie excessive. Il exigeait de savoir où elle était à chaque instant, vérifier ses affaires, et parfois, il l'interrogeait pendant des heures sur ses rencontres, persuadé qu'elle lui cachait quelque chose. Un soir, alors qu'elle discutait avec une cliente tardive qui venait chercher une robe, Camo entra brusquement dans l'atelier. Voyant la cliente, il réprima son irritation mais attendit que celle-ci parte avant de se tourner vers Maya. Sans un mot, il ferma la porte derrière lui et lança d'une voix froide, « Pourquoi cette femme venait-elle si tard? Que lui disais-tu de si important ?» Maya, exaspérée, tenta de lui expliquer qu'il s'agissait d'une simple cliente pressée, mais Camo refusa de l'écouter, emporté par un accès de jalousie. Il lui prit le bras, plus fermement qu'il ne l'aurait voulu, et murmura, « Maya, tu es à moi. Aucun autre ne doit te regarder comme je te regarde. Tu comprends ?» Elle réalisa alors que Camo ne cherchait pas à construire une vie partagée, mais à la posséder, à la garder sous son contrôle pour satisfaire ses propres peurs et insécurités. Cette prise de conscience la laissa désemparée, et malgré ses efforts pour l'aider et comprendre ses faiblesses, Maya sentait que la situation ne faisait que s'aggraver. Dans les jours qui suivirent, Maya tenta de raisonner Camo, de lui faire comprendre qu'elle avait besoin de sa liberté, de pouvoir rencontrer des gens, d'échanger avec les clients sans crainte de sa réaction. Mais Camo, blessé dans son orgueil et aveuglé par son amour possessif, ne l'écoutait pas. Maya, bien que dévouée à sa famille et consciente de l'attachement profond qu'elle avait pour Camo, comprit qu'elle risquait de perdre son propre équilibre si elle continuait ainsi. Elle avait espéré que le mariage apaiserait Camo, mais elle ne voyait plus qu'un chemin semé d'obstacles et de souffrances. Le rêve de paix qu'elle avait voulu bâtir s'effondrait, et dans le silence de ces nuits, elle commença à se demander si elle pourrait un jour retrouver la liberté et l'amour sincère qu'elle avait toujours espéré. Les jours s'étiraient, et pour Maya, le quotidien auprès de Camo devenait de plus en plus oppressant. Chaque fois qu'elle tentait de s'épanouir dans son travail, il trouvait une raison pour remettre en question ses intentions, suspectant en chaque geste une trahison imaginaire. Ce qu'elle avait d'abord considéré comme une protection bienveillante s'était transformé en une surveillance constante et étouffante. Camo était toujours là, scrutant ses moindres mouvements, exigeant des comptes sur chaque mot échangé, chaque regard, chaque sourire. Les jours suivants furent marqués par une tension permanente. Camo devint encore plus intrusif, venant de plus en plus souvent à l'atelier de Maya, scrutant chaque interaction, contrôlant chaque conversation. Elle avait beau lui expliquer que ses clients n'étaient rien de plus que cela, des personnes qui faisaient appel à ses talents de couturière, Camo refusait de la croire. Le soir, lorsqu'il se retrouvait seul, Camo ne cessait de l'interroger, exigeant de savoir ce qu'elle avait fait, avec qui elle avait parlé, et comment ses conversations s'étaient déroulées. Chaque détail devenait un sujet de suspicion.
Maya se sentait piégée dans une cage invisible, prisonnière d'une emprise qui ne cessait de se resserrer autour d'elle. Elle voyait bien que l'amour de Camo s'était transformé en une obsession destructrice, mais elle ne savait comment échapper à cette spirale. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Maya tenta une dernière fois de raisonner Camo, espérant trouver une issue à leur situation. Elle s'assit face à lui et, d'une voix douce mais résolue, déclara « Camo, si tu m'aimes vraiment, tu dois me faire confiance. Je ne peux pas vivre dans la peur de chaque conversation, de chaque client. Ce n'est pas ainsi que je veux vivre. » Camo, les poings serrés, détourna le regard. Il ne répondait pas, mais Maya pouvait sentir la tempête qui se déchaînait en lui. Il finit par murmurer, d'une voix brisée, « Je t'aime, Maya. Je t'aime tellement que je ne supporte pas l'idée de te perdre. » Malgré ces paroles, Maya comprit que son amour pour Camo ne suffisait pas à effacer les blessures profondes qui le rendaient incapable de confiance. Elle se leva lentement, laissant derrière elle cet homme qu'elle avait tant aimé, mais qui était devenu l'ombre de lui-même, en proie à des démons intérieurs qu'il n'arrivait pas à surmonter. Elle se sentait plus seule que jamais, et dans le silence de la nuit, elle prit conscience que l'amour et la possessivité de Camo l'avaient enfermée dans une prison de jalousie, où l'air devenait de plus en plus rare, et où elle commençait à étouffer. La tension entre Maya et Camo atteignait des sommets insupportables. Chaque jour, la jalousie de Camo semblait se nourrir de nouvelles inquiétudes imaginaires, le poussant à des actes toujours plus oppressifs. Maya, de son côté, se sentait prise au piège dans une relation où elle avait de moins en moins d'espace pour exister. Elle espérait qu'avec le temps, Camo finirait par comprendre la nécessité de faire confiance, mais chaque tentative de discussion semblait alimenter encore plus son besoin de contrôle. Un soir, alors que Maya rentrait d'une longue journée de travail, Camo l'attendait, le regard sombre. Sans lui laisser le temps de se poser ou de reprendre son souffle, il l'interrogea sur sa journée, son ton chargé de suspicion. « Avec qui as-tu été aujourd'hui? Qui sont ces hommes qui te regardent comme si tu étais libre de leur appartenir ?» Maya, épuisée et à bout de patience, tenta de calmer la situation. Elle lui expliqua encore une fois qu'il s'agissait de clients, de personnes qui ne faisaient qu'apprécier son travail et n'avaient aucun intérêt personnel envers elle. Mais Camo, aveuglé par sa possessivité, refusa de l'écouter. « Je sais que tu caches quelque chose, Maya. Tu ne me respectes pas, tu ne comprends pas ce que je ressens, » lui lança-t-elle d'une voix tremblante. Camo, blessé dans son orgueil et perdu dans son obsession, réagit d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Soudainement, il la saisit fermement, ignorant ses protestations et les larmes qui commençaient à couler sur ses joues. « Tu m'appartiens, Maya. Rien ni personne ne te prendra de moi, » murmura-t-il d'une voix froide et déterminée, comme s'il prononçait un serment irrévocable. Ce qui suivit brisa Maya au plus profond d'elle-même. Il déchira ses vêtements, la violenta et commença à lui faire l'amour avec une violence extrême. En d'autres termes, il la viola. Camo franchit une limite qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ce n'était plus un homme amoureux, ni même un frère protecteur, mais quelqu'un qui, aveuglé par la peur de la perdre, en venait à l'emprisonner par la force, ignorant totalement son refus et son désespoir. Maya, dévastée, se sentit réduite à une ombre, à un objet privé de son humanité et de sa dignité. Elle s'effondra, incapable de comprendre comment l'homme qu'elle avait autrefois considéré comme son protecteur et son allié avait pu en arriver là. Ce soir-là, en silence, elle prit conscience qu'elle n'était plus qu'une possession dans les yeux de Camo, une ombre qui existait uniquement pour combler ses insécurités. Au matin, le choc se transforma en une tristesse accablante. Maya, le cœur lourd, sentit qu'elle ne pouvait plus supporter cet enfer. Elle ne reconnaissait plus Camo, ni même sa propre existence à ses côtés. Elle décida alors de rassembler ses affaires, et, en silence, elle quitta leur foyer pour se réfugier chez sa mère adoptive. Lorsqu'elle apprit toute la vérité sur ce que Maya avait enduré, Naya sentit son cœur se serrer de douleur et de colère. Jamais elle n'aurait imaginé que Camo, l'enfant qu'elle avait élevé, puisse infliger une telle souffrance à Maya, celle qu'elle considérait comme sa propre fille. Les mots de Maya, entrecoupés de larmes et de silence lourd, peignaient le portrait d'une relation autrefois chaleureuse, désormais devenue oppressante et violente. Ce récit glaça Naya, la laissant à la fois bouleversée et déterminée à protéger Maya à tout prix. « Tu ne retourneras pas là-bas, ma fille », déclara Naya d'une voix ferme et douce. « Un homme qui te prive de ta liberté, de ton respect et de ta dignité n'a pas sa place dans ta vie. » Maya, encore sous le choc des événements récents, hocha la tête, rassurée par les mots de sa mère adoptive.
Elle savait au fond d'elle qu'elle ne pouvait plus retourner auprès de Kamo, mais entendre Naya affirmer cette décision avec tant de conviction lui apportait un soutien immense. Le lendemain, Kamo se présenta à la maison de Naya, bien décidé à récupérer Maya. Il semblait confus et déterminé, prêt à tout pour reconquérir celle qu'il considérait comme sienne. Il frappa à la porte avec insistance, espérant parler à Maya, mais c'est Naya qui lui ouvrit, le regard empli d'une colère qu'elle n'essaya même pas de dissimuler. « Où est Maya ? » « Je veux lui parler », commença-t-il, cherchant à contourner sa mère pour entrer. Mais Naya resta ferme, bloquant l'entrée et posant sur lui un regard glacial. « Maya ne veut plus te voir, Kamo. Tu as franchi une limite que jamais tu n'aurais dû franchir. » Kamo, déstabilisé par la froideur de sa mère, tenta de se justifier. « Maman, c'était une erreur. Je l'aime, je ne voulais pas la blesser. C'est juste que, je ne supporte pas l'idée qu'elle m'échappe. Elle est à moi, elle est ma femme. » Naya secoua la tête, choquée par ces paroles. « Elle n'est pas ta possession, Kamo. Elle est une femme libre, et tu n'as aucun droit de la traiter comme tu l'as fait. Ce que tu appelles de l'amour, c'est de la jalousie maladive et de la possessivité. Tu ne comprends pas la véritable valeur de l'amour, celui qui respecte et protège l'autre. » Les mots de sa mère frappèrent Kamo comme un coup de tonnerre. Il tenta d'argumenter, de se défendre, mais Naya le coupa avec fermeté. « Si tu aimais vraiment Maya, tu aurais su voir son humanité, tu aurais su la traiter avec respect. Ce que tu as fait, Kamo, est impardonnable. Elle a besoin de temps et de sécurité pour se reconstruire, et je refuse de te laisser la blesser davantage. » Devant le refus catégorique de sa mère, Kamo sentit sa détermination vaciller. Il réalisa que Naya n'était plus simplement la mère aimante et indulgente qu'il avait toujours connue, mais une femme protectrice et juste, prête à tout pour défendre celle qu'elle aimait comme sa propre fille. Incapable de supporter la dure vérité que sa mère lui renvoyait, Kamo baissa les yeux, submergé par une honte qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Naya, quant à elle, ne céda pas un instant. Elle resta ferme, sachant qu'elle devait être l'encre de Maya dans ce moment de vulnérabilité. Elle posa une main douce mais résolue sur l'épaule de Kamo. « Va-t'en, Kamo. Et n'essaie pas de revenir tant que tu n'auras pas appris ce qu'est le véritable amour, celui qui respecte et protège. » Kamo, anéanti et sans mots, se retourna lentement et quitta la maison. Pour la première fois, il prenait conscience de la profondeur de ses actes, de l'ampleur de la douleur qu'il avait infligée. Mais à cet instant, il comprit aussi qu'il devait affronter ses propres démons s'il espérait un jour être digne de l'amour sincère et respectueux que sa mère lui avait décrit. Dans le calme protecteur de la maison de Naya, Maya trouva un espace pour respirer et panser ses blessures. Chaque matin, elle se levait plus forte, déterminée à reprendre les rênes de sa vie. Naya lui apportait tout le soutien dont elle avait besoin, lui rappelant chaque jour qu'elle méritait d'être respectée et aimée sans condition. Les femmes du village, ainsi que les anciens, venaient également lui témoigner leur soutien, lui apportant non seulement des mots de réconfort, mais aussi des histoires de force et de résilience, comme des leçons précieuses pour son propre chemin. Maya commença à redécouvrir l'importance de sa propre liberté, une liberté qui ne dépendait plus de Kamo ou de qui que ce soit. Entourée de ces voix bienveillantes et sages, elle comprit que sa valeur ne se mesurait pas à travers les yeux d'un homme possessif, mais bien par sa capacité à se respecter elle-même et à choisir ce qui était juste pour elle. Un jour, elle décida de rendre visite aux anciens du village, cherchant leurs conseils pour l'aider à se réapproprier son destin. Elle expliqua sa situation avec sincérité, racontant les épreuves qu'elle avait traversées et le chemin qu'elle souhaitait emprunter. Les anciens l'écoutèrent avec respect, puis lui prodiguèrent des conseils empreints de sagesse, lui rappelant que la dignité et l'intégrité étaient les plus grands trésors qu'une personne pouvait préserver. « Ma fille, » lui dit l'un des anciens, « le respect commence par soi-même. Ce que tu as vécu est douloureux, mais tu as eu le courage de dire non, de choisir de te protéger. Cette force-là te mènera loin, plus loin que tout autre chemin que tu aurais pu emprunter en restant dans la peur. » Ces paroles renforcèrent sa détermination à ne plus céder aux pressions de Kamo. Bien que les murmures du village fussent encore présents et que certains tentassent de la convaincre de retourner auprès de lui, Maya savait qu'elle devait tenir ferme. Elle avait enfin trouvé en elle-même la volonté de tracer son propre chemin, indépendamment des attentes et des traditions. Les jours se transformaient en semaines, et Maya se consacra de plus en plus à son atelier de couture. Avec l'appui des femmes du village, elle fit prospérer son activité, attirant des clientes de toutes parts grâce à son talent et à sa persévérance.
À mesure que son travail grandissait, elle se forgea une nouvelle identité, redéfinissant sa place dans le village de Singa non pas comme la femme de Kamo, mais comme Maya, la couturière talentueuse, la femme forte et libre. Petit à petit, la paix intérieure s'installa en elle, remplissant les vides laissés par la douleur et la trahison. Maya se surprit même à sourire à nouveau, à rire et à ressentir une joie pure et simple dans les moments partagés avec sa mère, avec les femmes du village, et avec elle-même. Kamo, de son côté, tentait encore de l'approcher de temps à autre, suppliant pour son pardon. Mais Maya restait ferme. Elle savait que sa guérison et sa liberté dépendaient de sa capacité à se tenir éloignée de lui, à ne pas succomber aux promesses et aux regrets qu'il affichait. Elle n'avait plus besoin de se justifier, ni de lui prouver quoi que ce soit. Son respect de soi et son intégrité étaient désormais ses priorités. Le chemin était encore long et semé d'embûches, mais Maya n'était plus seule. Elle avait trouvé une famille, un soutien, et, surtout, une confiance nouvelle en elle-même. Elle avait quitté l'ombre de la possession et de la jalousie pour entrer dans la lumière de la liberté et de la paix intérieure. Cependant, Maya découvrit que pendant la nuit du viol, elle avait conçu. Elle pensait avoir fini avec Kamo. Mais cette grossesse revenait mettre Kamo sur son chemin. Néanmoins, elle avait le choix. Elle pouvait se débarrasser de la grossesse pour être enfin libre, ou elle pouvait le garder et replonger dans son cauchemar avec Kamo.